c'est, même si vous êtes à 70, Oui, il est 11h15, donc je pense que bon, tout le monde sait qu'il y avait une visite à 11h. Oui, on commence maintenant. Oui, je pense qu'il faut commencer. Hein. Après, s'il y a des gens qui nous rejoignent, tant mieux, sinon, ben, tant pis. Hein. Oui, à l'enregistrement, oui. Voilà. Oui, madame. Ouais, très bien. Non, pas celle-là. Donc, c'est celle-là. Très bien. Vous arrivez à voir? Oui. Très bien. Oui, madame. Donc, la dernière fois, on a commencé la glande thyroïdienne, l'exploration de la glande. On a fait les hyperthyroïdies. Et là, aujourd'hui, on va faire les hypothyroïdies. Donc, c'est un petit peu le contraire. Hein. Oui. Donc, par définition, c'est quoi une hypothyroïdie? C'est un déficit en hormones thyroïdiennes. Donc, vous voyez que la prévalence, elle est de 0,5 à 2% de par le monde. Contrairement à l'hyperthyroïdie, comme vous voyez ici, l'hypothyroïdie, on la retrouve beaucoup plus chez les ménopausées, les femmes ménopausées et les personnes âgées. Donc, on avait dit que l'hyper, elle touchait beaucoup plus la femme jeune, alors que les hypos, c'est beaucoup plus les personnes à partir d'un certain âge. Et également, elle touche également les enfants. L'hypothyroïdie, on la trouve également chez les enfants. D'ailleurs, dans le jargon courant, on parle de crétinisme. Donc, on avait dit que c'est un déficit en hormones thyroïdiennes. Bien sûr, l'atteinte, elle peut être primaire. Donc, c'est la glande thyroïdienne elle-même qui est atteinte. On va parler d'une atteinte primitive ou d'une atteinte primaire ou d'une hypothyroïdie périphérique. Donc, vous, comme vous voulez, vous pouvez dire hypothyroïdie périphérique, hypothyroïdie glandulaire, hypothyroïdie primaire. Mais on peut également avoir une atteinte centrale. Et dans l'atteinte centrale, ça se sous-entend que c'est une atteinte hypothalamo-hypophysaire. Et donc là, généralement, c'est hypophysaire. Quand c'est hypophysaire, on va parler d'une atteinte secondaire. Si c'est hypothalamique, on parlera d'une atteinte tertiaire. D'accord. Et dans les atteintes centrales, la TSH, elle peut être basse ou alors, dans la majorité des cas, elle est normale. Voilà. Donc, la symptomatologie, donc ça va être pratiquement le contraire de ce qu'on avait vu lors de la thyrotoxicose. Donc là, il y aura une asthénie, il y aura une prise de poids, une bradycardie, donc ça s'explique, une constipation par rapport au transit, une frilosité par rapport au métabolisme de base, une peau sèche avec une chute de cheveux, des dépressions par rapport au système nerveux, dépression avec une diminution des aptitudes mentales. Et chez les enfants, si on est en bas âge, donc ça peut donner un retard psychomoteur, c'est ce qu'on craint le plus, avec un retard statural. Donc là, c'est au niveau de la taille uniquement, il n'y a pas de retard pondéral. Donc sur le plan poids, le poids est bien conservé. Si on prend un enfant qui a une hypothyroïdie, il aura le même poids que les enfants de son âge. Mais sur le plan de taille, au niveau de la stature, parce que les hormones thyroïdiennes agissent sur les os longs. Donc sur la stature, on va avoir un retard statural. Donc, on avait dit que l'hypothyroïdie, elle pouvait toucher les enfants. Donc, il y a ce qu'on appelle une hypothyroïdie congénitale. Donc, qui dit congénitale, donc dès la naissance. Et là, c'est l'hypothyroïdie congénitale est la maladie endocrinienne la plus fréquente de l'enfant de par le monde. Hein. D'ailleurs, son dépistage doit être systématique. Donc, vous voyez, on a un dépistage néonatal et systématique de cette hypothyroïdie congénitale. Malheureusement, dans notre pays, ce dépistage ne se fait pas, mais dans les pays européens, le dépistage est systématique. Pour chaque naissance, on recherche cette hypothyroïdie congénitale. D'accord? Donc, quelles sont les causes de cette hypothyroïdie congénitale? Donc, vous avez les principales causes, elles sont là. Donc, comme vous voyez, ça peut être une athériose, donc il n'y a pas du tout de glande thyroïdienne. Ou alors, c'est une glande thyroïdienne ectopique, donc non fonctionnelle. Ou alors, on va avoir des mutations. Et donc, ces mutations, ils peuvent toucher le récepteur de la TSH, ils peuvent toucher la thyroglobuline, la thyroperoxydase, ou alors le symporteur sodium-potassium. Donc, si on a des mutations de l'un de ces éléments, on ne pourra pas avoir de synthèse d'hormones thyroïdiennes. Donc, ça va se traduire par une hypothyroïdie. Alors, comment on va se faire, avant de voir comment se fait le dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale, on a ici un certain tableau clinique de l'hypothyroïdie congénitale. Donc, vous voyez quand même, on a beaucoup de symptômes.
on a un retard d'élimination du méconium. Est-ce que vous savez ce que veut dire méconium? Vous connaissez le méconium? Non. Non. Alors, le méconium, c'est les premières selles émises par le nouveau-né. Le nouveau-né, lors de la naissance, pendant les premières 24 heures, il doit émettre ses premières selles. Et donc là, il va y avoir un retard dans l'élimination de ces selles. Il va y avoir un ictère néonatal prolongé. Vous connaissez l'ictère? Oui. Oui, c'est un peu comme une anémie, non? C'est la jaunisse. Il devient. L'ictère, c'est la jaunisse. Voilà, c'est la jaunisse. Alors, l'ictère, il est physiologique chez tout le nouveau-né. Donc, la première quinzaine de vie, il est tout à fait normal qu'un nouveau-né fasse un ictère parce qu'il y a une immaturité hépatique. D'accord? C'est pas immaturité enzymatique, mais après, au bout de 15 jours, généralement, ça rentre dans l'ordre. Là, si pour les enfants qui font une hypothyroïdie congénitale, cet ictère, il va prendre plus de temps, il va dépasser le 1 mois. Donc là, ça, on doit y penser. Si on a un ictère prolongé, donc là, il faut penser à une hypothyroïdie congénitale. On a un cri rauque et bref. On a une croissance, comme je l'ai dit tout à l'heure, pondérale qui est tout à fait conservée, mais une croissance naturelle qui est diminuée. Donc, à la longue, on aura une petite taille. Ça peut donner une hernie ombilicale. Ça peut donner une macroglossie, un œdème du visage. Donc, on va avoir un visage qui est filtré par les anticorps. On peut avoir également la persistance des fontanelles postérieures, le retard des points d'ossification, des troubles parfois au niveau de la succion. Donc, c'est des enfants qui ont du mal à téter, avec une peau qui est sèche et froide, qui est spécifique à l'hypothyroïdie, et dans les cas extrêmes, ça peut aller jusqu'à l'hypotonie. Donc, vous avez, et comme je vous dis à chaque fois, quand on vous donne comme ça un tableau clinique, ça ne veut pas dire que le patient va faire tout le tableau clinique. Parfois, on peut avoir 2, 3, un symptôme, ça dépend. Mais au moins, Madame, déjà, oui, c'est quoi l'hypotonie? l'hypotonie, il est complètement flasque, il n'est pas dans le coma, mais je pas le regard. D'accord. Il n'y a plus ce tonus musculaire. Il n'y a plus le tonus musculaire, d'accord? D'accord. Et donc, c'est pour ça, et beaucoup, attendez, je vais revenir un petit peu en arrière, j'espère que ça va revenir. Et là, même si je l'ai pas mis ici, mais il va y avoir un retard psychomoteur si on prend pas en charge le patient à temps. Et c'est ce qu'on craint le plus, c'est ce retard psychomoteur, parce que si vous avez un enfant qui fait un retard psychomoteur, la prise en charge revient trop cher et pour la famille et pour l'État. Donc l'idéal, c'est de dépister cette hypothyroïdie congénitale à temps, de traiter, on va avoir un enfant et donc plus tard un adulte qui est tout à fait normal. Et donc, je vous ai dit, dans les pays qui se respectent, ce dépistage est systématique. La première semaine de vie, on va faire toujours, quand on parle d'un dépistage néonatal, généralement, on fait toujours un prélèvement capillaire. Donc, au niveau du talon, c'est des nouveau-nés, ils sont difficiles à prélever. Donc, au niveau du talon, on les pique, on prend une petite goutte de sang sur un papier buvard qu'on envoie au laboratoire, et après les laboratoires vont faire des dosages, donc on va faire des extractions, etc., et on fait le dosage. Et bien sûr, on avait dit que pour l'exploration de la glande thyroïdienne, c'est la TSH qui est l'examen de première intention. Donc on commence toujours par la TSH. On dose la TSH, et la TSH, il faut savoir que la valeur adulte, qui est normalement entre 0,2, 0,3 jusqu'à 4, 5, 10 ans, ça dépend des laboratoires, on atteint à partir d'un mois de vie. Donc, le nouveau-né, il a des valeurs plus élevées. Donc, si on trouve un taux de TSH qui est inférieur à 10, on pourra dire que notre enfant est indemne, il n'est pas atteint d'hypothyroïdie congénitale. Maintenant, si la TSH, elle dépasse les 20, là, c'est en faveur d'une hypothyroïdie qu'il faudra systématiquement confirmer par un deuxième dosage sérique. Il faut avoir 2 prélèvements supérieurs à 20 pour dire que c'est une hypothyroïdie congénitale. Parfois, on peut avoir un résultat qui est douteux, c'est-à-dire compris entre 10 et 20. Là, on fait carrément un prélèvement sanguin et on fait tout le bilan, c'est-à-dire la TSH et la FT4. On fait un prélèvement veineux et on dose, bien sûr, au laboratoire les 2 éléments ou les 2 paramètres. Et en fonction du résultat, on va dire est-ce que c'est une hypothyroïdie ou pas. Mais dans tous les cas, il faut toujours faire un deuxième prélèvement
pour confirmer. Hein. Donc, je vous ai dit, malheureusement, chez nous, ça ne se fait pas, mais au moins, quand on a une maman qui est connue pour avoir un problème de thyroïde, que ce soit une hypo ou une hyperthyroïdie, au moins on lui conseille, puisqu'elle est connue, elle est suivie, donc elle sait que son enfant, il peut faire une hypothyroïdie parce qu'il y a toujours de la prédisposition. Et donc, au moins pour ces femmes, on leur demande de faire un prélèvement pour leurs enfants, un bilan thyroïdien. Voilà. Donc, donc, comme pour les hyper, on peut avoir des hypothyroïdies auto-immunes, comme on peut avoir des hypothyroïdies nodulaires. Donc, parmi les hypothyroïdies auto-immunes, la plus fréquente, c'est la thyroïdite d'Hashimoto. Pour les hyper, nous avons vu que c'était le BASDO. Pour les hypothyroïdies auto-immunes, c'est le Hashimoto. On voit que les personnes qui ont un Hashimoto, on retrouve chez eux le HLA B8DR3. Alors, pourquoi il y a un Hashimoto? Parce que comme vous le voyez ici, notre thyroïde, il y a une infiltration lymphocytaire de la thyroïde qui vont induire la destruction des cellules folliculaires. Et donc, les cellules folliculaires, s'il n'y a pas de cellules folliculaires, on avait dit que c'était elles qui étaient responsables de la synthèse des hormones thyroïdiennes. Donc, on ne pourra plus synthétiser la T4 et la T3. Et là, sur le plan également clinique, on va avoir un goitre qui est ferme, qui est irrégulier, qui peut être un tout petit peu douloureux. Et là, comme c'est une maladie auto-immune, donc on va avoir la présence d'auto-anticorps. On aura principalement les anticorps antithyroperoxydase qu'on retrouve chez plus de 90% des patients qui ont une hypothyroïdie auto-immune. On retrouve également des antithyroglobulines chez pratiquement 70%, 75%. Et on retrouve des anticorps antirécepteurs de la TSH, mais dans ce cas, ça va être des anticorps inhibants. Dans le BASDO, on avait dit. Voilà. Donc, pour le BASDO, c'était des agonistes, c'était des auto-anticorps stimulants. Ils vont agir comme une TSH. Là, non. Ils ont la même structure. Donc, ils seront reconnus par le récepteur, mais ils bloquent. C'est des antagonistes. La deuxième hypothyroïdie auto-immune qu'on puisse avoir, c'est la thyroïdite silencieuse du postpartum. Donc, on avait dit, même quand on a parlé de l'hyperthyroïdie, on avait dit qu'il y avait toujours une hyperthyroïdie. Ensuite, on va avoir une hypothyroïdie. Ensuite, il va y avoir guérison. D'ailleurs, même les hypothyroïdies, d'une façon générale, même pour le Hashimoto, parfois, ça commence par une hyperthyroïdie. Hein. Parfois, ça se déclare d'abord par une hyperthyroïdie. Au bout d'un mois ou deux, on va tomber en hypothyroïdie. Et donc, après, et là, vous avez un tout petit goitre. Bien sûr, c'est une maladie auto-immune, donc on aura la présence d'auto-anticorps. Et ça peut récidiver, comme elle peut rester définitive, mais en général, il y a guérison, mais ça récidive après une autre grossesse, donc un autre accouchement. Et dans 20% des cas, elle va se déclarer, bien sûr, là, c'est toujours des personnes à risque. Ce sont des sujets prédisposés, et donc c'est la grossesse qui fait, si vous voulez, elle réveille. Parce que en réalité, c'est valable pour toutes les maladies auto-immunes. Hein. En généralement, les maladies auto-immunes, elles se révèlent après la grossesse. Pourquoi? Parce que pendant la grossesse, la maman, elle a un fœtus dans son ventre, et donc ce fœtus, il présente 50% du patrimoine maternel, donc de la maman, et 50% paternel. Et donc les 50% paternels, pour la maman, c'est des corps étrangers. Et donc là, normalement, le corps de la maman va rejeter, parce qu'il va reconnaître comme étant un corps étranger, il va rejeter ce fœtus. Donc, il va y avoir un avortement. Et donc, vous voyez comme notre organisme, il est bien fait, il est très intelligent. Donc là, le système immunitaire chez la femme enceinte, il va diminuer. Il va diminuer pour qu'il n'y ait pas un rejet du fœtus. D'accord? Et donc là, après accouchement, il n'y a plus ce fœtus, donc il y a eu délivrance. Et donc là, le système immunitaire va reprendre. Il y a un effet rebond. Et comme il va reprendre d'une façon, si vous voulez, assez importante, et donc là, s'il y avait une maladie auto-immune, si la personne était prédisposée à faire une maladie auto-immune, donc ça va déclencher ces maladies auto-immunes. C'est pour ça que la plupart des maladies auto-immunes se déclenchent après une grossesse. C'est tout ça également qu'on retrouve ces maladies auto-immunes. Elles sont plus fréquentes chez les femmes par rapport aux hommes. D'une façon générale, pas uniquement pour la thyroïde. Hein. Madame, pourquoi elle va être ensuite suivie par une hypo?
Pourquoi elle va être suivie par une hypo? Oui. Même Parce dans, même dans le cas quand on avait fait l'hyperthyroïdie, on avait dit que il va y avoir parce qu'en réalité, c'est ça. Toujours, on a une hyperthyroïdie. Après, vous allez avoir une hypothyroïdie. Après, vous allez avoir une guérison. Donc, si vous êtes dans le stade d'hyperthyroïdie, vous allez la classer comme étant une hyperthyroïdie. Si vous êtes dans le stade d'hypothyroïdie, vous allez la classer comme une hypothyroïdie. Et elle peut passer complètement inaperçue, hein. Parce que, généralement, il y aura guérison, mais pharicide. Maintenant, s'il y a déclenchement dans ces 20%, elle sera déclarée parce que la patiente elle est prédisposée. Et là, il y a l'effet rebond après l'accouchement qui était très, très important. Donc, ça a déclaré ses auto-anticorps. Mais sinon, ça disparaît après la grossesse, hein, c'est-à-dire après quelques mois. Donc, c'est un petit peu, c'est pas très juste, mais c'est un petit peu comme un diabète gestationnel. D'accord? C'est comme ça que ça se manifeste. Et ça, je vous ai dit, c'est spécifique à la grossesse parce qu'il y a cette histoire du système immunitaire. D'ailleurs, vous le savez tous que la femme enceinte est une femme immunodéprimée. Et donc, c'est ce qui explique cette immunodépression parce qu'il y a une dépression de l'immunité pour qu'il n'y ait pas rejet du fœtus, justement. À côté de ces deux principales hypothyroïdies auto-immunes, vous avez également deux autres qui sont rares. C'est la thyroïdite lymphocytaire de l'adolescent et la thyroïdite chronique atrophique. Bien sûr, s'il y a une atrophie, il va y avoir. Donc, pour ce qui est du diagnostic, comme pour l'hyperthyroïdie, on avait dit qu'on commence toujours par la TSH. Donc là, vous le retenez et toujours l'examen de première intention et le dosage de la TSH. Donc, si c'est une hypothyroïdie, la TSH, elle va être élevée. Et donc, si ma TSH, elle va être élevée, c'est logique. Il y a une diminution de la synthèse d'hormones thyroïdiennes. Donc, la FT4, elle va être basse. Pardon. Mais, alors, quand on a une hyperthyroïdie, on fait le dosage de la TSH, elle sera basse. Systématiquement, je dois rajouter la FT4. Dans le cas de l'hypothyroïdie, ce n'est pas systématique. Parfois, on peut se contenter uniquement de la TSH. Donc, vous voyez ici, parfois, le dosage de la TSH à lui seul suffit pour poser le diagnostic. Quand on a une TSH qui dépasse les 10 milliunités par litre, on est sûr qu'il s'agit d'une hypothyroïdie. Donc, on peut ne pas rajouter la FT4. Mais bien sûr, on va rajouter les auto-anticorps pour voir est-ce que c'est positif ou pas. Comme on peut également rajouter la FT4. Mais on peut se contenter uniquement de la TSH, c'est-à-dire les recommandations internationales, c'est ce qu'ils disent. Quand on a une TSH qui est comprise entre 4 et 10, là, il peut s'agir de la forme infraclinique. Dans ce cas, la FT4, elle trouve son intérêt. Donc, on doit rajouter le dosage de la FT4. Mais si la TSH d'emblée, elle est supérieure à 10 milliunités par litre, on est sûr que c'est une hypothyroïdie. Donc, on peut ne pas doser la FT4 et on passe directement aux auto-anticorps. S'ils sont positifs, ça sous-entend que c'est une maladie auto-immune. S'ils sont négatifs, ça sous-entend que ce n'est pas une maladie auto-immune. Concernant les auto-anticorps, on commence toujours par les anticorps anti-thyroperoxydase, c'est-à-dire les anti-TPO. Parce que c'est eux qu'on retrouve pratiquement chez plus de 90% des hypothyroïdiens auto-humains. Si les auto-anticorps anti-TPO sont positifs, là, on a posé le diagnostic étiologique, on sait que c'est une maladie auto-immune, donc ça sert à rien de rajouter les anti-thyroglobulines. Par contre, si les anticorps anti-thyroperoxydase, les anti-TPO sont négatifs, à ce moment-là, en deuxième intention, on va doser les anticorps anti-thyroglobulines. D'accord? Donc là, c'est des démarches diagnostiques qu'il faut suivre, hein. On fait toujours un dosage de TSH dans un premier temps. Dosage de TSH normal, on s'arrête là. Sauf si réellement il y a une clinique dans des circonstances bien particulières. TSH pathologique, qu'elle soit élevée ou qu'elle soit basse, on rajoute par la FT4. Donc, on a rajouté la FT4. Si la TSH et la FT4 vont dans deux sens différents, donc là, vous posez le diagnostic, que ce soit de l'hypo, soit de l'hyperthyroïdie, en fonction de la TSH. Et c'est généralement, c'est un problème au niveau de la glande thyroïdienne. Je vous ai dit, les atteintes centrales sont très rares. Et on rajoute alors les auto-anticorps pour voir est-ce que c'est une origine auto-immune ou pas. Les auto-anticorps, si c'est un bilan qui est en faveur d'une hyperthyroïdie, c'est-à-dire j'ai une TSH qui est basse avec une FT4 qui est élevée, là, je vais demander de préférence les anticorps anti-récepteurs de la TSH. Parce que généralement, c'est le base d'eau. Négatif, donc il n'y a pas de base d'eau.
positif, c'est un baston. Si c'est le bilan thyroïdien était en faveur d'une hypothyroïdie, c'est-à-dire une TSH élevée avec une FT4 basse, là, je vais demander les anticorps anti-thyroperoxydase. Ils sont positifs, je m'arrête à ce niveau. Ils sont négatifs, je fais les anticorps anti-thyroglobuline en deuxième lieu. Et là, s'ils sont négatifs, donc on exclut la maladie auto-immune. S'ils sont positifs, donc c'est une maladie auto-immune. Il suffit que l'un des deux autres anticorps soit positif pour dire que c'est une origine auto-immune. C'est bon, c'est clair? Ça, Oui, c'est un madame. diagnostic. C'est un diagnostic, c'est-à-dire cette démarche diagnostique, il faut l'avoir en tête pour toute votre carrière. Hein. Donc, à côté de ces hypothyroïdies, donc on avait vu principalement le Hashimoto et le postpartum, on peut avoir le syndrome de T3 basse. Et le syndrome de T3 basse, en réalité, ce n'est pas une atteinte de la glande thyroïdienne, donc ce n'est pas une atteinte glandulaire, mais c'est une atteinte de l'enzyme, la 5'-désiodase, qui permet la conversion de la FT4 en FT3. Donc la glande, elle synthétise le plus normalement possible. L'axe stéréotrope, l'axe hypothalamo-hypophysaire est normal. Donc, il y a synthèse normale de TRH, synthèse normale de TSH et synthèse normale d'hormones thyroïdiennes. Sauf que ma FT4 qui est synthétisée à 100% par ma thyroïde, je n'arrive pas à la convertir en FT3 parce que la 5'-désiodase est déficitaire. Donc, on a que les 20% qui sont synthétisés de la T3 qui sont synthétisés par la glande elle-même qui sont fonctionnels. Et donc, dans ce cas, vous voyez qu'il y a la FT3 qui sera basse. Et cette FT3, on avait dit que c'est la T3 qui était 10 fois plus active. On avait dit que la T4, c'est comme si c'était la pro-hormone de la T3. Donc, cette T3, elle va essayer d'exercer un feedback positif. Elle va stimuler sa propre sécrétion. Et donc, elle va stimuler la synthèse du TRH, qui va alors stimuler l'hypophyse. Et donc, ça s'explique que notre TSH, elle va être élevée. TSH élevée, elle va agir sur la thyroïde. Donc, la thyroïde, elle va encore fabriquer de la T4. Donc, vous voyez que c'est un cercle vicieux que je n'arriverai pas ou que notre organisme n'arrive pas à transformer en FT3. Donc là, vous voyez que si vous voulez, il y a un petit peu une discordance entre la TSH et la FT4. Donc là, il est intéressant, il est même obligatoire de doser la FT3. La FT3, on la dose que si on a une discordance entre la FT4, c'est-à-dire quand vous avez les deux qui vont dans le même sens, que ce soit élevé, que ce soit bas. Dans ce cas, c'est élevé. Madame, Oui, quand on a le TSH et le FT4 varient dans le même sens, la Oui. personne est normale, elle n'est pas atteinte d'anomalie. c'est-à-dire élevé dans le même. Est-ce que toutes les deux sont élevées? Non, quand elle varie de même sens. Non. Ça veut Si dire, vous avez une variation, c'est pas normal. Il y a quelque chose. Ouais, regardez, quand on a une TSH et une FT4 qui varient dans le même sens, que ce soit elles sont élevées toutes les deux, que ce soit elles sont basses toutes les deux. Là, généralement, ça peut être soit un problème central, parce que si c'est un problème au niveau de l'hypophyse, si l'hypophyse ne synthétise pas de la TSH, elle sera basse. Et il est logique que la FT4, elle sera basse avec la FT3, parce qu'il n'y a pas de synthèse de TSH. Également, si l'hypophyse synthétise la TSH en excès, donc cette TSH, elle va agir sur la glande thyroïdienne qui va synthétiser en excès de la T4 et de la T3. Et cette T3, elle va essayer d'exercer un feedback négatif, mais comme l'hypophyse, c'est un adénome, il va pas répondre. Donc, généralement, quand vous trouvez les deux sont dans le même sens, ça se sent que c'est central. Sauf que, en pratique courante, on parle théoriquement, hein. Théoriquement, c'est comme ça. Quand on a les deux qui vont dans le même sens, ça se sent que c'est central. Mais en pratique, quand c'est une atteinte centrale, en général, la TSH, elle est normale, voire légèrement perturbée, légèrement basse si c'est une hypothyroïdie centrale ou légèrement élevée si c'est une hyperthyroïdie centrale. D'accord? Et dans ce cas, on rajoute les hormones thyroïdiennes. Là, par contre, quand vous avez les deux sont élevés, peu importe, hein, je vous ai dit, quand ils sont tous les deux dans le même sens, que ce soit élevé, que ce soit bas, il faut rajouter la FT3. Parce que ça peut être ce syndrome de T3 basse, ça peut être un problème central. Parce que si c'était un problème, admettons que là c'était un problème central, donc TSH elle est élevée, logique FT4 elle va être élevée, dans ce cas la FT3 elle sera toujours élevée. Il n'y aura pas cette discordance entre FT3 et FT4. D'accord?
Je ne sais pas si vous arrivez à suivre ou pas. Oui, oui, madame. C'est bon? Madame, Ensuite, oui, je vous écoute. ça veut dire c'est FT3 qui fait un feedback négatif sur l'hypophyse. Ben oui, parce que c'est la T3 qui est la plus active. On avait dit que la T3, elle est 10 fois plus active. C'est vrai que même la T4, elle exerce, mais c'est la T3 qui est l'hormone, si vous voulez, proprement dite. Donc, c'est elle, en réalité, qui va exercer ce feedback négatif et positif, en fonction, bien sûr, des circonstances. D'accord. Très bien. Donc, à côté de ce syndrome de T3 basse, en général, on le retrouve chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, parce que cette enzyme, la 5'-désiodase, elle est influencée par la nutrition. Et comme les personnes âgées, vous avez vu, les personnes âgées, en général, c'est des personnes qui n'aiment pas trop manger, qui n'aiment pas trop boire de l'eau, etc. C'est des personnes qui sont plus ou moins dénutries. Et donc, ils ont un déficit. Avec l'âge, on a ce déficit de 5'-désiodase. Et donc, c'est un syndrome qu'on retrouve beaucoup à partir de la soixantaine, par exemple. Et donc, il faut y penser. Il faut y penser, quand on a une personne âgée, il faut y penser au syndrome de T3 basse. Parce que quoi qu'il en soit, le Hashimoto, c'est vrai que c'est une maladie auto-immune qui est fréquente. C'est vrai qu'on avait dit que l'hypothyroïdie, elle touchait beaucoup plus la femme après ménopause, mais ça reste une maladie auto-immune. Et je vous ai dit, les maladies auto-immunes, c'est vrai que ce ne sera pas comme l'hyperthyroïdie à un âge très jeune, mais ça sera encore plus jeune. En général, quand on a un Hashimoto, c'est un âge quand même un peu plus jeune par rapport au syndrome de T3 basse. Après, à côté, vous avez l'hypothyroïdie iatrogène, qui dit iatrogène. Donc, ce n'est pas, c'est une autre, donc généralement c'est médicamenteux. Et donc là, généralement, c'est les malades, les cancéreux, quand ils font une radiothérapie. Par exemple, quand on a les plus fréquents, c'est le cancer du larynx. Donc, ils sont traités par radiothérapie et le larynx, la thyroïde, elle existe au niveau de la région cervicale. Donc, elle est à côté du larynx. Et donc, quand on irradie ce cancer du larynx, on irradie également la thyroïde. Et donc, c'est normal, c'est la thyroïde est irradiée par des radiations. Donc, on va la tuer. Donc, il y aura plus de thyroïde, si vous voulez. Et donc, on pourra plus former d'hormones thyroïdiennes. Donc, c'est secondaire à une radiothérapie cervicale. Elle peut être également secondaire à une hérathérapie. L'hérathérapie, je vous ai dit, c'est de l'iode radioactif qu'on donne chez les personnes qui ont un cancer de la glande thyroïdienne. Donc, si on a donné de l'iode radioactif, l'iode, comme on avait dit que plus de 50% de l'iode va se retrouver au niveau de la glande thyroïdienne, donc cette iode radioactif, il sera capté par la glande et il va irradier ces cellules cancéreuses et de la même chose, il va irradier même les cellules saines. Et donc, il y aura plus, si vous voulez, de cellules folliculaires, donc il est normal qu'on retrouve une hypothyroïdie iatrogène. Ou alors, les personnes qui ont subi une chirurgie, donc il y a eu ablation de la glande thyroïdienne qu'on appelle thyroïdectomie. Ça veut dire ablation totale de la glande thyroïdienne, donc il est normal qu'ils vont faire une hypothyroïdie. Parfois, on peut avoir des médicaments qui sont riches en iode. L'exemple type, c'est l'amiodarone. Donc, vous avez vu cet amiodarone, on l'a vu dans les deux cas. Donc, quand on donne de l'amiodarone, je vous ai dit que c'est un traitement qu'on donne pour les personnes qui ont des troubles du rythme, c'est de la cordarone. Et donc, tout dépend de la personne. Si c'est une personne qui était prédisposée à faire une hyperthyroïdie, donc l'amiodarone va déclencher une hyperthyroïdie. Par contre, si c'était une personne qui était prédisposée à faire une hypothyroïdie, donc l'amiodarone va alors déclencher l'hypothyroïdie. Okay. Également, oui? Je veux dire, l'amiodarone, il peut déclencher hypothyroïdie et hypo. Voilà, il peut déclencher les deux en fonction de la personne, en fonction de la prédisposition de la personne. Mais chez une même personne, il ne va pas déclencher les deux, non. Mais chez deux personnes différentes, oui, on peut avoir chez un une hypo, chez l'autre une hyperthyroïdie parce que il y a une prédisposition. Madame, ce n'est pas selon le dosage. Non, c'est en fonction de. Parce qu'on avait dit qu'un certain seuil d'iode, il va mener à une hypo. Justement, ça c'est dans les conditions physiologiques. D'accord. Mais là non. Là, c'est par rapport à la prédisposition de la personne. Comme on avait dit que la pathologie thyroïdienne, il y a toujours une prédisposition familiale. Donc, si c'est une personne qui est prédisposée à faire une hypothyroïdie, donc là, cette amiodarone, cette surcharge iodée, bien sûr, dans un premier temps, on va avoir une hyperthyroïdie, mais après,
si cette prédisposition, elle va, si vous voulez, réveiller. Si j'ose dire, en parenthèse, elle va réveiller soit l'hypo, soit l'hyperthyroïdie. D'accord. Également, les personnes qui sont en hyperthyroïdie, que ce soit le base-dos, que ce soit autre chose, on les traite par des antithyroïdiens de synthèse. Parfois, s'il y a un surdosage d'antithyroïdiens de synthèse, je vous ai dit, c'est le traitement de choix qu'on utilise, le chef de file qu'on utilise le plus, c'est le carbimazole. Et je vous ai dit également, ça va entre 2 à 12 comprimés. Donc, parfois, on peut donner un dosage qui est trop élevé. Par exemple, si d'emblée, on a commencé par exemple avec 12 comprimés, et donc, alors que il fallait peut-être donner que 9, ou il fallait peut-être donner que 6 comprimés, donc ça peut donner une hypothyroïdie. Et là, bien sûr, il faut juste réajuster le dosage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des bilans thyroïdiens réguliers chez les personnes qui sont traitées. Que ce soit hypo, que ce soit hyper, il faut toujours faire des dosages réguliers pour essayer de réguler les dosages thérapeutiques. On a également le lithium qui peut induire une hypothyroïdie. Alors, le lithium, il est beaucoup plus utilisé en psychiatrie. C'est un traitement très utilisé en psychiatrie, surtout pour les bipolaires, les troubles de bipolarité. Et toujours par rapport aux symporteurs sodium iodure, je vous ai dit que cette captation des iodures, elle n'est pas spécifique. Et donc, il y a beaucoup d'éléments. Et le lithium peut être capté. Et donc là, dans certains cas, le lithium, il sera capté par la glande thyroïdienne grâce à ce symporteur, donc empêchant ainsi l'entrée de l'iode. Donc, c'est comme si qu'il rentrait en compétition. Et donc, on aura une hypothyroïdie parce qu'on avait dit que l'iode était un élément indispensable pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. D'ailleurs, même si je l'ai pas dit tout à l'heure, parmi les symptômes qu'on avait vus pour les hypothyroïdies d'une façon générale, quelle que soit la cause, quelle que soit l'étiologie, on avait vu qu'il y avait une dépression. Ça peut donner une dépression parce qu'on avait vu que les hormones thyroïdiennes agissaient sur le système nerveux. Et en psychiatrie, autrefois, enfin maintenant normalement on le fait plus, mais en psychiatrie, il y a eu beaucoup de patients ou de patientes, puisque c'est beaucoup plus des patientes, qui ont été traitées ou diagnostiquées à tort comme étant dépressives, alors que c'était juste une hypothyroïdie. Parce que si on ne traite pas, la TSH elle va comme augmenter, les hormones elles seront pratiquement à zéro, et donc ça donne une dépression. Et à tort on traite la dépression et ça ne va pas donner de résultats. Parce qu'il faut traiter la cause. Ça sert à rien de traiter un symptôme, il faut toujours traiter la cause. Et donc, toujours en psychiatrie maintenant, ils demandent systématiquement une TSH avant de conclure qu'il s'agit d'une dépression. Bien sûr, ils ont également d'autres examens, une autre anamnèse pour conclure à une dépression ou pas, mais il faut toujours éliminer une hypothyroïdie dans les dépressions. À côté, on peut avoir le syndrome de résistance généralisée aux hormones thyroïdiennes, et là, c'est le récepteur de la T3, qu'on avait dit que c'était un récepteur nucléaire. S'il porte une mutation, donc il pourra plus reconnaître la T3, et donc la T3, même si elle est synthétisée, c'est-à-dire même si la T4 est synthétisée par la glande thyroïdienne, et même si la 5'-désiodase, elle fonctionne le plus normalement possible, elle a pu convertir la T4 en T3, cette T3, quand elle arrive au niveau du noyau, elle n'est pas reconnue par son récepteur, donc on n'aura pas d'effet biologique, donc ça va se traduire par une hypothyroïdie. Parce qu'à un certain moment, après la T3, elle va augmenter dans le sang et donc, bien sûr, elle va exercer un effet négatif. Et donc, réduire sa propre synthèse. Donc, à côté de tout ce qu'on vient de dire, ce sont des hypothyroïdies périphériques. Donc, ce n'est pas central, mais on peut avoir une hypothyroïdie centrale. Je vous ai dit, même si elles sont rares, mais les hypothyroïdies centrales ou alors les hyperthyroïdies centrales, elles sont encore plus rares par rapport aux hypos. Les hyperthyroïdies centrales, elles sont pratiquement exceptionnelles. Les hypothyroïdies centrales, elles sont rares quand on prend les hypothyroïdies d'une façon générale, mais on en voit des hypothyroïdies centrales et donc là, c'est un déficit en TSH. Donc on a un adénome hypophysaire qui empêche la synthèse de la TSH. En réalité, dans les hypothyroïdies centrales, vous voyez ici, la TSH, elle est généralement normale. Alors que normalement, on avait dit que c'était un déficit en TSH, normalement, elle devrait être basse. Pourquoi?
Parce que quand on a un adénome hypophysaire, généralement, on a une synthèse de TSH. Il y a de la synthèse de la TSH. Donc, nous, quand on va faire le dosage au niveau du laboratoire, on la retrouve. Seulement, cette TSH, elle est inactive. C'est une TSH défectueuse qui n'est pas active biologiquement. Donc, c'est une TSH. Si je la dose, parce que nous, on dose par couple antigène-anticorps. Donc, la structure, l'anticorps, il est dirigé, il va la reconnaître. Mais cette TSH, elle est inefficace. Elle n'arrive pas à stimuler la glande thyroïdienne. Donc, elle n'est pas reconnue, elle ne peut pas agir sur le récepteur, elle n'est pas reconnue, elle ne peut pas se lier et elle ne peut pas induire la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et généralement, il est très rare, on a juste une hypothyroïdie centrale. En général, quand on a un adénome hypophysaire, ça touche tout l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est-à-dire, il n'y aura pas que l'axe de la thyroïde, mais même les autres axes, l'axe de la GH, l'axe du cortisol, etc., ils seront atteints. Donc, on va avoir plusieurs hormones hypophysaires qui seront basses. Et là, on va demander ce qu'on appelle un hypophysiogramme, c'est-à-dire on va demander le dosage de la TSH, le dosage de la LH, FSH, la GH, etc. Et là, on n'aura pas de goitre. Pourquoi? Souvenez-vous, on avait dit que la TSH était un facteur de croissance pour la glande thyroïdienne. Et là, du moment que cette TSH, elle est inefficace, même si elle est synthétisée, elle est inefficace, donc elle ne va pas agir sur la glande, donc il n'y aura pas d'hypertrophie de la glande, donc pas de goitre. Mais bien sûr, on va avoir la symptomatologie puisqu'il n'y a pas d'hormones thyroïdiennes, donc on va avoir la constipation, la bradycardie, etc., la frilosité, la prise de poids et tout ce qu'on vient de voir juste avant. Et donc, sur le plan biologique, si on dose la TSH, elle peut être basse, mais c'est rare. En général, elle est normale, mais si on fait la FT4, elle sera basse. À ce moment-là, il est bien où il est recommandé de faire le fameux test au TRH, c'est-à-dire qu'on va faire un premier dosage de TSH, ensuite on injecte les 200 microgrammes de TRH, et 30 minutes après, on refait le dosage de la TSH pour voir est-ce qu'on arrive à stimuler l'hypophyse. Donc, si on arrive à stimuler l'hypophyse, donc le problème n'est pas hypophysaire, il est plutôt hypothalamique. Si par contre, la TSH, elle reste la même, c'est-à-dire le taux est toujours le même, souvenez-vous ce qu'on avait fait quand on a fait les généralités, les graphes. Donc, ce sera le même plateau, le même taux de TSH. Là, ça sous-entend que c'est un adénome hypophysaire et l'hypophyse ne répond pas à ma stimulation. Et bien sûr, on demande toujours une IRM cérébrale qui permet de visualiser cet adénome hypophysaire. Pas de questions? Claire? Je continue? Madame, Oui? vous voyez les anti-TPO. Oui. On avait vu qu'elles peuvent provoquer une hyper ou une hypothyroïdie. Alors, C'est deux mécanismes différents. Comment? C'est une excellente question. Malheureusement, je ne pourrais pas réellement vous répondre. Mais normalement, les anti-TPO, quand on a des anticorps anti-thyroperoxydase, on a une hypothyroïdie. Parce qu'ils vont agir avec la TPO, ils vont pas la laisser agir. L'iode ne pourra ni oxyder l'iode, ni la fixer sur la thyroglobuline, ni assurer le couplage des précurseurs, et donc former les hormones thyroïdiennes. Mais il arrive que, par exemple, dans le cas de base d'eau, même si c'est une hyperthyroïdie, on peut trouver des anti-TPO qui sont positifs, mais pas trop. C'est-à-dire, si on prend sur le plan quantitatif, dans les hyperthyroïdies, on retrouve une légère augmentation de ces anti-TPO. Par contre, si vous prenez une hypothyroïdie auto-immune, vous allez trouver des taux qui sont très, très élevés. Alors, comment expliquer? C'est juste, je pense, mais je ne peux pas vous dire clairement que c'est ça la cause. C'est parce que c'est des maladies auto-immunes. Et le BASDO est également une maladie auto-immune. Et la principale cause, ce sont les anticorps antirécepteurs de la TSH qui vont stimuler. Et comme c'est des auto-anticorps, donc c'est une maladie auto-immune qui se déclare, il y a également quelques anti-TPO qui existent, mais ils peuvent rien faire parce que les antirécepteurs de la TSH, ils sont nettement plus importants et donc ils prennent le dessus par rapport à ces anti-TPO. Moi, c'est comme ça que je comprends, mais je vous dis, c'est mon raisonnement à moi. D'accord. Madame. Oui. Madame. Oui. Mais quand elles sont normales, on a dit qu'il y a une hyperthyroïdie nodulaire autonome. Oui. Pour les anticorps antirécepteurs.
Anti-TPO. Même les anti-TPO, oui. C'est-à-dire, je vous ai dit, que dans la maladie de base d'eau, si vous prenez une personne qui a une maladie de base d'eau, vous allez doser les anticorps antirécepteurs de la TSH. Ils vont être positifs parce que le diagnostic de certitude, c'est ça, sur le plan biologique. Mais si vous dosez les anticorps anti-thyroperoxydase, vous les trouvez également positifs. Vous n'allez pas trouver un taux normal. Vous allez trouver un taux élevé, pas trop élevé, mais quand même, il y a un taux élevé. C'est-à-dire, on aura une seule croix par exemple. Si le taux ne doit pas dépasser les 35, vous pourriez trouver 60, 50. Par contre, si c'est une hypothyroïdie, si c'est un Hashimoto, vous allez trouver 100, 200, etc. Ce sera des taux parfois, même 500 parfois. Donc, dans l'hypothyroïdie, c'est des taux trop élevés. Donc, mais on les retrouve parce que c'est des maladies auto-immunes. Par contre, la maladie de Hashimoto, l'idéal, c'est de doser les anticorps inhibants, mais on les dose pas. C'est pas un dosage routinier parce que les anti-TPO, ils font foi. Et donc, du moment qu'on a les anti-TPO, ça sert à rien d'aller rechercher un autre paramètre, développer une technique de dosage, etc. Ça prend du temps, ça consomme de l'argent, etc. Quand on a un paramètre qui est fiable, qui est spécifique, pourquoi aller chercher un autre paramètre? D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou pas. Oui. Donc, s'il y a production des anti-récepteurs, il y aura forcément de la production des anti-TPO. Oui, oui, mais c'est une faible quantité quand même. D'accord. C'est-à-dire, si vous comparez les deux, ce n'est pas du tout la même quantité. D'accord. Madame. Oui. Vous pouvez réexpliquer les nodules chaud et froid, genre la différence. Alors, quand on a un nodule, c'est-à-dire parfois à la palpation déjà, le clinicien, quand il palpe la thyroïde du patient, il va sentir un nodule. Donc, bien sûr, il va demander une échographie pour confirmer. Et donc, l'échographie, elle confirme la présence d'un nodule, il vous donne les mensurations, etc., dimensions de ce nodule. Après, nous, en général, le nodule chaud et froid, c'est quand il y a une hyperthyroïdie. Donc, c'est quand, en général, c'est par rapport aux bases d'eau, quand il y a une hyperthyroïdie, on va voir est-ce que c'est un cancer, ce nodule, est-ce que c'est un cancer ou est-ce que non, c'est bénin. Donc, on va demander ce qu'on appelle une scintigraphie. Une scintigraphie, donc on va injecter un élément radioactif qui sera pris par la glande thyroïdienne. Et donc, cet élément radioactif, quand il va rentrer dans la glande thyroïdienne, nous, on va, c'est-à-dire, bien sûr, le radiologue, plus exactement, les gens qui font de la médecine nucléaire, ils vont voir la thyroïde, ils vont étudier la radioactivité. Ils voient, au niveau du nodule, si la radioactivité, on la retrouve à l'intérieur du nodule en question. Ça se sent-on que ce nodule, il a répondu, il a pu capter cet iode radioactif ou ce iode radioactif qu'on a injecté. Donc, généralement, c'est un nodule qui est bénin. Et là, on va dire que c'est un nodule chaud parce qu'il a pu capter cet élément radioactif. Il est fonctionnel, c'est-à-dire qu'il répond à une régulation. Donc, c'est un nodule qui est bénin, ce n'est pas méchant. Par contre, si, quand le médecin regarde cette radioactivité, il voit qu'il y a de la radioactivité un petit peu partout, sauf au niveau du nodule, le nodule, il n'y a pas de radioactivité. Ça se sent que ce nodule est malin. C'est-à-dire que c'est en faveur d'un cancer thyroïdien. Donc, c'est un nodule froid parce qu'il n'a pas capté cette radioactivité. Et donc, là, c'est un mauvais signe. Et là, il faut faire encore plus d'exploration. D'accord? On pense à un cancer de la thyroïde. Et bien sûr, il faut continuer avec les marqueurs thyroïdiens et même peut-être d'autres explorations. Madame, ça signifie que le nodule froid va produire des hormones sans l'iode radioactif, sans l'utiliser. Non, l'iode radioactif, c'est juste c'est une radiologie qu'on a fait. C'est-à-dire, c'est momentané. Ça va pas durer des années. Le journal, même pas quelques heures et c'est bon, tout rentre dans l'eau. Parce qu'on injecte une faible concentration, on va pas injecter une grande concentration, sinon on va détruire notre thyroïde. Donc je n'ai pas réellement compris votre question. Madame, le froid ne peut pas mener à une hyperthyroïdie. Le nodule froid ne peut pas mimer une hyperthyroïdie. Oui, parce que les cellules ne sont pas matures, donc il n'y a pas production d'hormones.
Eh ben, écoutez, quand vous avez un cancer de la glande thyroïdienne, vous pouvez avoir un bilan thyroïdien normal comme vous pouvez avoir un bilan thyroïdien pathologique. L'essentiel, ce sont des cellules cancéreuses qui ne vont pas répondre à la régulation classique. On peut avoir ce que vous dites est vrai. Donc, on peut avoir un cancer thyroïdien avec un bilan thyroïdien tout à fait normal. Mais là, à la palpation, on va avoir un goitre et puis ce nodule, comme c'est des cellules cancéreuses, et elles vont se multiplier. Donc après, on aura une hypertrophie, il y aura une gêne, il y aura de la douleur, etc., qui fait que le patient va consulter. Parfois, je vous ai dit, c'est la voix qui va changer carrément. Mais parfois, Oui. ça peut. D'accord? Oui. Mais sans hyperthyroïdie. Oui, D'accord. très bien. Madame. Après, attendez. Voilà. Donc là, on arrive au cancer thyroïdien. Heureusement qu'ils sont pas très fréquents. Au niveau de la pathologie thyroïdienne, c'est l'hypo et l'hyperthyroïdie qui sont les plus fréquentes, mais on a quand même des cancers. Ces cancers, ils représentent 1% de tous les cancers. Et actuellement, c'est vrai qu'actuellement, il y a le cancer colorectal qui fait des ravages, hein. Il est en position 1 pratiquement. Donc, faites très attention à ce que vous mangez parce que c'est en faveur de la nourriture et du stress. Et donc là, pour les cancers thyroïdiens, on peut les classer en 3 types, voire 4. Donc, on a les cancers différenciés, qui ont un très bon pronostic, parce que quand on a un cancer qui est bien différencié, ce sont des cellules bien différenciées, donc on peut faire une ablation, on enlève tout ce qui est malin, et donc là, généralement, il a un bon pronostic. Heureusement que ce sont les plus fréquents, mais on a des cancers indifférenciés, et là, ils sont de très mauvais pronostics. Généralement, même si on fait une ablation de la glande thyroïdienne, il y a de la récidive et on a un très très mauvais pronostic. Heureusement qu'ils sont pas fréquents. Et on a à côté les cancers médulaires de la thyroïde. Et donc là, c'est par rapport aux cellules C de la glande thyroïdienne qui sont également de mauvais pronostics. Et dans ce cas bien précis, je vous ai dit pour ce cas, donc le dosage qu'on utilise au laboratoire, c'est la thyrocalcitonine, la calcitonine qui sera élevée au niveau des cellules C. Et ce qui est intéressant, je vous en ai parlé la dernière fois, je vous ai dit que quand il y a un cas index dans la famille, là, on peut faire une étude génétique. Donc l'idéal, c'est d'agir au préalable. Donc on prend tous les membres de la famille, on leur fait des tests génétiques à la recherche de la mutation. Et si on trouve qu'il y a cette mutation, ça sous-entend qu'ils vont faire un cancer médulaire. Là, l'idéal, c'est de faire une thyroïdectomie prophylactique. C'est-à-dire, on va enlever la thyroïde avant que ce cancer ne se développe. D'accord? Et donc, ce test génétique, il existe en Algérie. C'est vrai qu'il n'est pas, c'est-à-dire les réactifs ne sont pas disponibles durant toute l'année, mais à Mustapha, au niveau plus exactement le service du CPMC, le laboratoire du CPMC, il dispose de ce dosage, donc ils arrivent à faire, c'est-à-dire à rechercher cette mutation. Et si on la retrouve, bien sûr, ils préconisent de faire une thyroïdectomie chez les sujets à risque, comme ça, pour éviter que la personne fasse un cancer médulaire, d'autant plus qu'il est de très très mauvais pronostic. Donc l'idéal, c'est d'agir avant. Alors, sur le plan clinique, généralement, donc c'est le nodule froid, donc on a un nodule qui est isolé. On peut avoir des adénopathies cervicales, mais c'est rare. Donc, vous voyez que parfois c'est un goitre, il peut exister, qui existe déjà, et puis d'un seul coup il commence à augmenter de volume. Donc, n'importe quelle tuméfaction qui augmente d'une façon spectaculaire, il faut penser à un cancer. Là, c'est le goitre. Ou parfois, parce que parfois l'augmentation, elle est visible, elle est à l'extérieur, mais parfois elle est à l'intérieur, elle n'est pas visible. Et donc, parfois, c'est la modification de la voix. Donc, quand il y a cette hypertrophie ou cette augmentation de la glande, elle va, comment dirais-je, elle va comprimer les voix, c'est-à-dire les cordes vocales, et on va avoir une modification de la voix. Donc, il faut penser à un goitre thyroïdien. Sur le plan diagnostique, donc comme on avait dit, quand c'est un cancer médulaire, c'est la calcitonine.
La thyroglobuline, on avait dit, elle trouve son intérêt pour le suivi thérapeutique et non pas pour poser le diagnostic. Et je vous ai dit également, quand on dose la thyroglobuline, il faut qu'elle soit accompagnée avec les anticorps en thyroglobuline. Parce qu'on peut doser uniquement la thyroglobuline, on va dire que bon, c'est bon, on va trouver un bon taux qui est satisfaisant, mais le patient peut avoir des anticorps anti-thyroglobuline. Et donc, bien sûr, ils vont agir, on va avoir un faux résultat normal. Donc, il faut toujours interpréter par rapport aux anticorps anti-thyroglobuline. Et on peut rajouter également l'antigène carcino-embryonnaire qui est, lui, je vous ai dit, c'est un marqueur tumoral mais qui n'est pas spécifique au cancer de la glande thyroïdienne. Ben, je pense que c'est tout. Je ne sais pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne la pathologie, que ce soit l'hyperthyroïdie, si vous avez eu le temps de réviser, que ce soit l'hypothyroïdie qu'on vient de voir aujourd'hui? Tout est clair? Apparemment, ça va. Donc là, je vais oui. Madame, pour savoir que la TNT centrale, on va doser le TRH. Alors, c'est pas le TRH que vous allez doser, vous allez faire le test au TRH. Mais le dosage, c'est la TSH qu'on dose, d'accord? Donc, dosage, c'est la TSH qu'on dose. On dose avant et après injection du TRH. L'examen, voilà, l'examen, c'est le test au TRH, mais le dosage proprement dit, c'est la TSH qu'on va doser à 0, donc avant injection et 30 minutes après injection. Et je vous ai dit 30 minutes après injection, normalement, s'il n'y a pas d'atteinte hypophysaire, on va avoir une augmentation de minimum 5 fois par rapport à celle avant injection. C'est bon? Madame, tout à l'heure, vous avez mentionné qu'en cas d'hypothyroïdie, donc on va diagnostiquer 2 anticorps. Oui, effectivement. Vous pouvez réexpliquer ce point? Alors, parce que là, je n'ai pas eu de... Regardez, quand vous commencez tout, bien sûr, vous avez une clinique. Votre clinique, elle va être soit en faveur d'une hyperthyroïdie, soit en faveur d'une hypothyroïdie. Et donc, dans tous les cas, vous allez commencer par le dosage de la TSH. Vous allez demander une TSH. La TSH, si elle est élevée, ça se sous-entend que c'est une hypothyroïdie. Si elle est basse, ça se sous-entend que c'est une hyperthyroïdie. Normalement, c'est comme ça. Alors, si la TSH, elle est basse, donc c'est une hyperthyroïdie, je dois systématiquement compléter par une FT4. La FT4, dans ce cas, elle doit être élevée. Si la TSH, elle est basse, la FT4, elle est élevée, là, c'est une hyperthyroïdie, je rajoute les anticorps. Mais dans ce cas, comme c'est une hyperthyroïdie, je demande des anticorps anti-récepteurs de la TSH. S'ils sont positifs, c'est le base d'eau. S'ils sont négatifs, généralement, c'est autonome. Bien sûr, je vous ai dit, il y a toujours une échographie à côté. Moi, l'échographie, vous allez la faire peut-être l'année prochaine, en 3e année, quand vous allez faire la radiologie. Moi, je ne parle que de la biologie. Par contre, si la TSH, elle était élevée, ça se sent que c'est une hypothyroïdie. Et là, je vous ai dit, vous avez 2 cas de figure. Si la TSH, elle dépasse les 10 milliunités par litre, vous pouvez ne pas demander la FT4. On sait que c'est une hypothyroïdie. Si par contre, elle est comprise entre 4 et 10, il est systématiquement obligatoire de demander une FT4. Qui là, elle doit être basse. La FT4, elle va être basse. Dans ce cas, je vais demander les auto-anticorps pour voir est-ce que l'origine elle est auto-immune ou pas. On demande toujours en premier lieu les anticorps anti-TPO. Si les anti-TPO sont positifs, stop, je m'arrête à ce niveau-là, donc j'ai une origine auto-immune, plus connue, c'est la Hashimoto. Si par contre les anticorps anti-TPO sont négatifs, là, on rajoute les anticorps anti-thyroglobuline. Parce que même si les anti-TPO sont négatifs, on peut avoir dans certains cas les anticorps anti-thyroglobuline positifs. C'est rare, mais ça existe. Et là, si les anticorps anti-thyroglobuline reviennent négatifs, donc on va exclure une origine auto-immune. S'ils reviennent positifs, donc on confirme une origine auto-immune. D'accord? Vous avez compris? Oui. Merci. Je vous en prie. Donc là, vous avez un tableau, une figure, un diagramme, pour être plus juste,
Donc, on a un diagramme qui vous un petit peu récapitule tout ce qu'on vient de dire d'un point de vue biologique et pratique. Donc, on avait dit que la TSH est le paramètre de première intention pour l'exploration de la glande thyroïde. Donc, on commence toujours par la TSH. Quand on dose la TSH, on peut avoir trois cas de figure. Elle peut être normale, elle peut être basse ou alors élevée. Si elle est normale, soit que le patient n'a rien, donc tant mieux pour lui, soit qu'il est un patient connu qui est sous traitement, et donc là, c'est bon, on a obtenu, donc c'est le bon traitement, donc on va dire qu'il est en euthyroïdie. Donc il est bien équilibré. Si par contre ma TSH elle est basse, logiquement, quand la TSH elle est basse, je suis en hyperthyroïdie. Logiquement, c'est comme ça. Donc TSH elle est basse, j'ai une hyperthyroïdie, je dois compléter par une FT4. Là également, la FT4, je vais avoir trois cas de figure. Elle peut être normale, elle peut être basse, elle peut être élevée. Les plus courants, c'est que ma TSH elle est basse, la FT4 elle va être élevée. Donc là, si j'ai ce cas de figure, TSH basse, FT4 élevée, on est sûr que c'est une hyperthyroïdie primaire. Donc c'est une hyperthyroïdie glandulaire, c'est au niveau de la glande thyroïdienne qui synthétise des hormones thyroïdiennes en excès. Là, je vais voir, est-ce que c'est auto-humain ou pas? Donc qu'est-ce que je fais? Je vais demander les auto-anticorps. Je demande les anticorps antirécepteurs de la TSH. S'ils sont positifs, c'est soit le basse soit le postpartum. Et c'est très facile également de faire la part des choses. Postpartum, c'est après accouchement. Donc, si c'est une femme qui vient d'accoucher, donc pratiquement c'est le postpartum. S'ils sont négatifs, donc c'est autre chose. Ce n'est pas auto-humain. Et bien sûr, il y a toujours l'échographie. Hein. Je vous dis, moi, je ne parle pas de l'échographie. Ça, c'est un cas de figure. Deuxième cas de figure, j'ai ma TSH qui est basse, mais mon FT4 est normal. Là, ça me pose un problème. Ils sont pas dans deux sens différents. Donc là, il est important, c'est systématique, je dois rajouter la FT3. On avait dit que la FT3 n'était pas dosée systématiquement, mais elle avait certaines situations où elle trouve son intérêt. Donc, parmi les situations, c'est celle-là. Donc, la FT3, là, elle peut être normale comme la FT4. Et donc là, c'est la forme infraclinique. Là, je vous ai dit qu'il y a ceux qui vous disent du moment que la TSH basse, je vais d'emblée traiter comme une hyperthyroïdie. Il y a ceux qui vous disent non, il n'y a pas de symptômes, la T3 elle est normale, la T4 elle est normale, on temporise. Et une fois que les hormones thyroïdiennes seront perturbées, on commence le traitement. Et les deux égaux se valent. Madame, ici l'atteinte est centrale. Non. Ah bon? Parce que là, elle est normale. Donc il n'y a pas d'atteinte centrale. D'accord? S'il y avait une atteinte centrale, là, il y aura une perturbation. Si vous avez une atteinte centrale, la FT4, elle sera perturbée. Mais si la FT4, elle est normale avec la FT3 normale, c'est-à-dire les deux hormones sont normales, là, c'est la forme infraclinique ou frustre. Vous utilisez ce que vous voulez. On peut dire hyperthyroïdie frustre ou alors hyperthyroïdie infraclinique. Je vous ai dit, c'est comme si c'est un porteur sain d'un virus. Il porte le virus, mais cliniquement, il n'y a rien. Donc là, également, c'est la même chose. La T4 et la T3, elles sont normales, donc il n'y aura pas de symptomatologie, mais la TSH, Madame, on vous entend pas. Oui, يروح l'écran. Elle vient de quitter, je pense, c'est pour ça. قالت لا
هو شو نترجو ترى Allô, vous m'écoutez? Oui, madame. Eh ben, je pense que je vous ai perdu à un certain moment. Oui, pendant quelques minutes, on l'a perdu. Oui, oui, justement, je vous ai perdu à un certain moment. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez tout suivi avec moi ou pas? Non. Non. Vous êtes arrivé jusqu'à où? FT3. Répétez tout le schéma, s'il vous plaît. Le schéma. Le schéma. Ou le diagramme, est-ce que vous pouvez le répéter comme ça? C'est là. On va commencer. On voit l'écran. Il n'y a pas encore On l'écran. voit pas l'écran. Oui, oui, je sais. Patientez. Là, par contre, il y a l'écran. Oui. Très bien. Donc, on s'est arrêté ici. Donc, je reprends cette partie. Oui, s'il vous plaît, le schéma complet. Tout le schéma. Non, juste intraclinique. Non, pour l'intraclinique seulement. On est arrivé là. Très bien. Donc, pour ce qui est périphérique, c'est clair. Je vous ai dit TSH élevé, FT4 basse, donc c'est la forme infraclinique. Vous rajoutez juste des auto-anticorps pour voir est-ce que c'est une origine auto-immune ou pas. Et bien sûr, il faut jamais oublier l'échographie. Si la FT4, elle est normale, dans ce cas, on rajoute la FT3. La FT3, elle va être également normale, et donc c'est la forme infraclinique. Si vous avez par contre les deux, et la TSH et la FT4 qui sont élevées toutes les deux, elles sont toutes les deux dans le même sens, là, ça peut être une origine centrale, donc hypothalamo-hypophysaire. Donc, vous avez un adénome hypophysaire qui synthétise de la TSH, et donc il n'est pas réparti. C'est pas à ce niveau qu'on a perdu le fil. C'est où alors? C'était quand la TSH est abaissée et quand la FT4 est abaissée aussi. Ici? Oui. C'est à ce niveau. Oui. Ah bon, donc j'ai fait tout ça toute seule? Oui. Ah non. D'accord. Donc je reprends. Il n'y a pas de souci. Donc je vous ai dit, on commence toujours par la TSH. La TSH, elle peut être normale. Dans ce cas, c'est une euthyroïdie. Si c'est un malade connu qui est sous traitement, ça sous-entend que c'est la bonne posologie, on continue. Sinon, il est normal, le patient, il n'a pas de problème thyroïdien. Si la TSH, elle est basse, là, ça sous-entend que c'est une hyperthyroïdie. Si elle est élevée, ça sous-entend que c'est une hypothyroïdie. On commence par, puisqu'on a commencé tout à l'heure par ici, on commence par ici. Ma TSH étant basse, excusez-moi une minute, hein, je reviens.
Le cours de cette année, qu'est-ce qu'on a l'année passée, il y a des différences. Vous êtes là? Oui. Pardon, excusez-moi, il fallait que je règle un petit souci au laboratoire. Donc Madame, là, on a... Oui. S'il vous plaît. Ici, Oui. dans le cas où la TSH, elle est basse, mais Oui. la FT4, elle est tout à fait normale. Très bien, oui. Ce n'est pas une atteinte périphérique. Et Non. vous avez dit que ce n'est même pas une atteinte centrale. Oui. Donc, j'ai pas compris, c'est quoi l'origine Vous de la êtes là, on est là, perturbation de la c'est ça. TSH? C'est là. Oui, c'est là. C'est quoi l'origine de la perturbation de la TSH? Pourquoi elle est basse? Écoutez, parce que vous voulez des explications, je comprends tout à fait, physiopathologiques, etc. Parfois, on ne peut pas expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas tout le temps tout expliquer en médecine, d'accord? Parfois, il y a des constatations. Avec le temps, on arrive à les expliquer, mais parfois, on n'arrive pas à expliquer. Pour la forme infraclinique, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle infraclinique, on a les hormones périphériques T3 et T4 qui sont tout à fait normales. D'ailleurs, je vous ai dit, il n'y aura pas de symptomatologie du moment que vous avez une T3 et une T4 qui sont normales. Donc, elles vont ingérer, elles vont avoir une activité qui est tout à fait normale. Donc, il n'y aura rien du tout. Oui. Mais, chez ces personnes, quand on dose la TSH, pour une raison ou pour une autre, il y a eu un bilan thyroïdien. Peut-être parce qu'il y a un cas dans la famille, donc on voulait voir. Et on la trouve basse. Mais chez ces personnes, si on les suit, avec le temps, la T4 et la T3, elles vont être perturbées. C'est-à-dire que dans la pathologie thyroïdienne, ce n'est pas les hormones thyroïdiennes qui commencent en premier lieu à se perturber, c'est toujours la TSH qui commence en premier lieu à se perturber. D'ailleurs, c'est pour ça que les recommandations internationales des sociétés d'endocrinologie, ils vous disent, vous commencez toujours par la TSH parce que c'est la première à se perturber et c'est la dernière à se normaliser. D'accord? Même si c'est une atteinte périphérique, ce qui commence en premier lieu, c'est la TSH. Ensuite viennent les hormones périphériques. Donc là, c'est pour ça qu'il y a deux écoles. Il y a une école qui vous dit, même si mes hormones périphériques sont normales et que ma TSH, du fait que ma TSH, elle est basse, donc je vais traiter, parce que c'est des personnes qui vont faire plus tard une hyperthyroïdie. Ou d'autres, ils vous disent non, on temporise. Et une fois que la FT4 va être élevée, là, on va traiter. D'accord? D'accord. Oui. Si ils ont traité en tant que le T4 et le T3 sont normales, ils vont régler le FSH. Est-ce qu'elle va perturber? Est-ce qu'il va? Il va perturber le T4 et le T3 après. On va avoir. Non, ils vont pas perturber.
Ils vont pas perturber parce que ils vont juste, c'est vrai qu'on va donner de la T4 en réalité. Et cette T4, elle sera transférée en T3 qui sont déjà normaux, mais cette T4, c'est-à-dire, si vous voulez, on va augmenter la valeur de la T4. Et là, la valeur de la T4, elle pourra dans ce cas normaliser la TSH. Parce que là, c'est comme si que cette valeur normale de T4, elle n'était pas suffisante, ou cette valeur de T3, elle n'était pas assez suffisante pour normaliser la TSH. Et quand on augmente un petit peu la dose, c'est comme si que cette dose était inefficace, si vous voulez, si j'ose dire. Et quand on augmente la dose, cette dose, elle deviendra efficace et elle pourra normaliser la TSH. Oui, d'accord. Ça, c'est un petit peu comme, par exemple, le diabète. Le diabète de type 2, par exemple. Le diabète de type 2, on ne le traite pas par l'insuline. Mais dans certains cas, on ne le traite pas de l'insuline. Alors que le diabète de type 2, c'est une insulinorésistance, c'est-à-dire le corps, il produit de l'insuline. C'est pas que le corps, il ne produit pas de l'insuline. Mais cette insuline, entre parenthèses, elle est inefficace. On va voir ça l'année prochaine. Mais quand on rajoute de l'insuline, on augmente la concentration de l'insuline, on arrive, si vous voulez, à comment dirais-je, pas surmonter, mais bon, je n'arrive pas à trouver le mot, mais on arrive à régler, si vous voulez, cette insulinorésistance. D'accord? Parfois, c'est un problème de dosage. D'accord, madame, merci. Donc, est-ce que c'est clair par rapport à l'infraclinique? Oui. Tout le monde? Oui, madame, merci. J'en prie. Donc, madame, oui. Le diabète de type 2, le sujet va prendre du glucophage et de l'insuline. Ça dépend des cas. Normalement, on sort du sujet, mais le type 2, on commence toujours par le glucophage. L'insuline, on le donne dans des circonstances bien précises. Quand on a des hémoglobines glyquées qui sont supérieures à 9%, donc c'est un patient qui est très très mal équilibré, indiscipliné, parce qu'un diabète, même si on vous donne du glucophage, il faut pas manger n'importe quoi. Le régime alimentaire est très important. Mais il y a certains patients, ils sont, je ne sais pas, inconscients ou donc ils arrivent, par exemple, toujours des glycémies trop élevées. Dans ce cas, on peut leur donner. Alors pour certains, on fait les deux, on fait une association. Il y a certains, parfois c'est le patient lui-même. Nous, généralement, c'est le clinicien ne préconise pas l'insuline parce qu'on préfère le glucophage nettement mieux par rapport à l'insuline. Avec l'insuline, on risque de faire des hypoglycémies. Vous savez que l'hypoglycémie, elle est nettement plus dangereuse que l'hyperglycémie. Mais certains patients, surtout ceux qui tolèrent très mal le glucophage, parce qu'il y a quand même des effets secondaires, il y a certains patients qui tolèrent mal, généralement c'est des personnes âgées, hein. On peut les mettre uniquement sous insuline. Et les personnes qui sont, ça fait plus de 20 ans, qui sont diabétiques de type 2, etc. Donc après, c'est des schémas thérapeutiques qu'il faudra suivre. Madame. Oui. Pour le cas frustre. Oui. On ne peut pas se prononcer sur le fait que ça soit une atteinte centrale ou bien périphérique. Ah non, c'est périphérique, ce n'est pas central. La forme frustre, la forme infraclinique, c'est une atteinte périphérique, elle n'est pas centrale. La seule qui est centrale, c'est celle-là. Madame, mais si on a des taux de FT4 et FT3 normal. Oui, je vous ai dit, mais ces taux, pour le moment, ils sont normaux. Mais d'ici 2 ans, 3 ans, ils vont être pas perturbés. Ils vont être élevés. D'accord. C'est-à-dire là, c'est le début, avant que l'hyperthyroïdie primaire ne se manifeste. D'accord? Oui. Toujours la TSH qui est d'abord perturbée, en deuxième lieu, les hormones proprement dites. Madame. Pour l'adénome hypophysaire, pourquoi on n'a pas augmentation de TSH? Pour la glande? L'adénome hypophysaire. Où est-ce qu'il est adénome hypophysaire? Il faut que je... Ici. L'hypothyroïdie centrale. Oui. Pourquoi on n'a pas? Augmentation de TSH. Non. Parce que l'adénome hypophysaire, c'est quoi? Là, c'est une hypothyroïdie qui est liée à la présence d'un adénome au niveau de la TSH. Et donc là, c'est un adénome. Donc, quand on dit un adénome, c'est une tumeur. Qu'elle soit bénigne ou maligne, généralement, elle est bénigne, heureusement. Mais, donc, il y a une tumeur au niveau de l'hypophyse. Et donc, cette tumeur, elle prend tout, elle comprime l'hypophyse. Et l'hypophyse, donc, il peut plus fonctionner le plus normalement possible.
Donc, il ne peut plus synthétiser de la TSH. Ou alors, quand il arrive à synthétiser de la TSH, parce que également, ça dépend de la taille de votre adénome. Même s'il arrive à synthétiser de la TSH, ça va être une TSH qui n'est pas active sur le plan biologique. C'est pour ça que parfois, et d'ailleurs souvent, dans l'adénome hypophysaire, quand on dose la TSH, on peut la trouver normale. Parce que ça va être une TSH qui est synthétisée, mais qui n'est pas active. À cause de l'adénome, et on n'arrive pas, et si elle n'est pas active, donc elle ne peut pas induire la synthèse de la T4. C'est pour ça que la T4, elle va être basse. Et si la T4 est basse, la T3 également sera basse. L'adénome thyroïdienne, on a augmentation, on a une hyperthyroïdie. L'adénome thyroïdien. Oui. Ah oui, oui. Parce que, oui. Je vous ai un petit peu mal suivi au départ. Oui, effectivement. Donc, concernant l'hyperthyroïdie, est-ce que c'est clair? Madame. Oui. En cas d'hyperthyroïdie à FT3. Oui, thyrotoxicose. C'est à cause de l'hyperactivité de la 5' d'iodase. Effectivement, oui. D'accord, merci madame. Je vous en prie. Et là, vous avez compris quoi les auto-anticorps. Oui, Samy, tu voulais dire quelque chose? Oui. Ce cours, ça c'est le dernier cours. C'est le dernier cours. C'est le cours de cette année. Je voulais dire, est-ce que c'est les mêmes diapos que ceux de l'année passée ou pas? Oui. Logiquement, vous allez trouver des différences, mais c'est le contenu est le même. Hein. C'est-à-dire le contenu des diapos, c'est le même. Après, la façon dont ils sont disposés, c'est un peu refait, mais c'est le même cours. Hein. Vous pouvez travailler sur le cours de l'année passée, il n'y a aucun problème. Mais je l'ai envoyé à Inès, hein, je lui ai envoyé les diapos, donc vous les avez les diapos. Oui, donc on peut, la révision de ce cours, elle est suffisante de cette année. C'est la même chose que l'année passée. Oui. C'est les mêmes. Oui. Il y a même un PDF, hein. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas. On a celui de l'année passée. Et celui de l'année passée, c'est le même. C'est-à-dire, si jamais vous perdez, vous oubliez, vous prenez le cours, le PDF, et vous lisez, et vous allez vous retrouver. D'accord, merci. Vous pouvez vous contenter uniquement de la visioconférence, c'est comme vous voulez. Donc, madame, on fait le cours sur le diapo, ça se fait. Normalement, oui. Parce que je vous donne tous les éléments, je les donne. Donc, normalement, c'est largement suffisant. C'est exactement la même chose qu'il y a sur le cours et qu'il y a sur la diapo. Normalement, c'est les mêmes informations. Madame. Oui. Une hyperthyroïdie peut être à l'origine d'une alcalose respiratoire. Parce qu'on a une hyperventilation à cause des bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, non, pas au point d'avoir... Vous allez avoir des bouffées de chaleur, oui, mais pas au point d'aller avoir une hyperventilation. Là, c'est les cas vraiment extrêmes. D'accord. C'est-à-dire, théoriquement parlant, oui, vous avez raison. Mais sur le plan pratique, pour qu'une hyperthyroïdie vous donne une alcalose, etc., c'est vraiment des cas exceptionnels. Il faut que ce soit vraiment une hyperthyroïdie qu'on a laissé traîner, etc. Mais en général, non, parce qu'en général, on fait le diagnostic bien avant et on traite bien avant. Madame, j'ai pas compris la différence entre l'adénome hypophysaire et l'adénome thyroïdien. Pourquoi l'adénome thyroïdien, il y a augmentation de la sécrétion d'hormones thyroïdiens? Parce que là, au niveau de l'adénome hypophysaire,
Madame, allô. الخاوة لي كا كلينيك صافيك ماشي وساقي. On sait pas encore. C'est le prochain. Bon, l'après Wadina, Vous êtes toujours là? Oui. On a perdu l'écran. Et on a perdu un peu le son aussi. Mon écran, mon truc. Voilà. Là c'est bon. Vous voyez l'écran et vous arrivez à m'entendre. Oui. Oui. Très bien. Donc, est-ce que ce côté, c'est OK? Quand la TSH, elle est basse, est-ce que vous avez compris? Il faut toujours ajouter la FT4 et selon les cas de figure, vous pouvez conclure. Si c'est une atteinte primaire glandulaire, TSH basse, FT4 élevée. Si c'est une atteinte centrale, vous allez avoir une TSH basse avec une FT4 qui est basse et donc ça sera une hypothyroïdie et non pas une hyperthyroïdie. Parfois, je vous ai dit, ça peut être TSH normale, mais toujours FT4 basse. Donc, toujours pour l'insuffisance hypophysaire, adénome hypophysaire. Ou alors, quand on a une TSH basse avec une FT4 normale, là, on rajoute la T3. Si elle est normale, c'est la forme infraclinique. Si par contre, elle est élevée, c'est la thyrotoxicose à la FT3. Donc là, c'est clair. On reprend l'autre cas de figure, c'est que la TSH, elle est élevée. Si la TSH, elle est élevée, on va doser la FT4. Donc la FT4, on a trois cas de figure. Vous êtes toujours là? Très bien. Donc là, je vous ai dit, normalement pour la TSH, vous avez, avant d'aller vers la FT4, vous avez, quand vous avez une TSH qui est supérieure à 10, on peut ne pas faire la FT4. D'accord? Mais quand elle est entre 4 et 10, il est impérativement, obligatoirement, il faut faire le dosage de la FT4. Kiff, on aura trois cas de figure. La FT4, elle peut être basse. Dans ce cas, j'ai deux sens différents. Donc, TSH élevé, FT4 basse. Donc, c'est une hypothyroïdie primaire. Et là, vous rajoutez uniquement les autoanticorps positifs ou négatifs pour faire la part. C'est-à-dire là, c'est le diagnostic étiologique. Si par contre, la FT4, elle est normale, là, généralement, il faut rajouter la FT3, qui va être également normale. Si elle est normale, c'est la forme frustre. Si par contre, elle est basse, c'est la FT3, même si elle n'est pas schématisée ici. Si par contre, la FT4, elle est normale, voire élevée, parce que normalement, elle doit être là. Et la FT3, elle est basse, ça sera le syndrome de T3 basse. Parce que là, je ne le vois pas, le syndrome de T3 basse. Ils ne l'ont pas mis. Mais on peut le rajouter ici. Sinon, je vais essayer de refaire ce diagramme moi-même pour vous le donner. Parce qu'il est là. Syndrome de T3 basse. Madame. Oui. TSH supérieur à 10, même chez l'adulte. Oui, même chez l'adulte. On parle de l'adulte. C'est-à-dire à partir de 1 mois. D'accord. Si par contre, votre TSH elle est élevée et votre FT4 elle est élevée, là, on peut dire que c'est la forme centrale, c'est une hyperthyroïdie centrale, mais ne perdez pas de vue que ça peut être le syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. Je vous ai dit que le syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes, c'est une mutation du récepteur de la T3. Et si le récepteur de la T3 est muté, donc il ne pourra plus reconnaître la T3. Donc là, si on va doser la FT4, elle sera élevée. Et même si on dose
la T3, elle sera élevée. Parce que là, la T3, comme il n'y a pas d'activité biologique, donc elle va toujours exercer l'effet de stimulation. Pour elle, il n'y a pas de T3. Donc, on va toujours stimuler l'hypophyse pour synthétiser la TSH, qui à son tour va stimuler la glande thyroïdienne pour synthétiser la T4, qui alors sera transformée au niveau périphérique en T3. Mais la T3 n'arrive pas à agir parce qu'elle n'est pas reconnue par son récepteur. Donc là, il faut pas oublier, même si c'est un syndrome qui est rare, mais ça existe, le syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. Est-ce que vous avez des questions concernant ce diagramme? Est-ce que c'est clair? Madame, est-ce que vous pouvez réexpliquer l'adénome dans le cas de l'hypothyroïdie? Adénome hypophysaire? Oui. Ici. Ah, ici. C'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'en cas d'adénome, on a une augmentation de la sécrétion normalement. Donc, pourquoi on aura une hypothyroïdie? Non, là, regardez. Quand vous dites un adénome hypophysaire, ça veut dire au niveau de la glande hypophysaire, vous avez un adénome, vous avez des cellules. En général, tant mieux, l'adénome est bénin. Généralement, c'est des cellules bénines, ce ne sont pas des cellules cancéreuses. Mais après, ces cellules, elles peuvent être de deux types. Ça dépend de l'adénome, ça dépend de la qualité de cellules. Ça peut être un adénome, c'est des cellules qui n'ont rien à voir avec l'axe thyroïotrope. Donc, ce sont juste des cellules qui sont là, elles vont se multiplier, elles vont prendre de l'espace et donc elles vont pas laisser cet axe thyroïotrope travailler, elles vont le bloquer. Et dans ce cas, ça va se traduire par une hypothyroïdie. Ou alors, ça peut être des cellules qui vont fonctionner comme une cellule hypophysaire le plus normalement possible et donc elles vont induire la sécrétion de la TSH. Mais comme ce ne sont pas des cellules normales, elles vont pas répondre à une régulation. Et donc, cette TSH, elle va être stimulée, elle va stimuler la synthèse de la FT4, mais cette FT4, même si elle est élevée, elle n'arrive pas à stopper cette synthèse parce que ce ne sont pas des cellules non hypophysaires normales. Ce sont des cellules pathologiques qui ne répondront pas à une régulation. Donc, ça dépend du type de la cellule. Et là, je vous dis, il faut toujours faire des IRM. Dans les adénomes hypophysaires, maintenant, on demande des IRM. Et quand vous avez un adénome hypophysaire, qu'il soit dans le cas d'une hypo ou dans le cas d'une hyper, là, c'est très rare. Hein, les adénomes l'hyperthyroïdie centrale, elles sont quand même très, très rares. Généralement, c'est ce qu'on retrouve. C'est l'hypothyroïdie centrale. Et là, je vous ai dit, quand vous avez comme ça un adénome qui réprime, il va pas uniquement réprimer cet axe thyroïotrope. Il n'y a pas que la TSH et la FT4 qui seront pathologiques, mais même les autres axes. Vous avez l'axe de la prolactine, vous avez l'axe de la GH, vous avez l'axe du cortisol. Tout ce qui passe par l'hypophyse, il sera réprimé. Parfois, on peut avoir deux axes, parfois un seul axe, parfois trois axes, ça dépend. Et là également, il y a la radiologie qui occupe également une place importante pour faire la part des choses. Vous avez la clinique, vous avez la biologie et vous avez la radiologie pour, vers la fin, poser le bon diagnostic et bien sûr trouver le bon traitement. Et quand on a un adénome hypophysaire, parfois, c'est la chirurgie. Ça dépend après. Après, c'est le neurochirurgien qui décide. Est-ce qu'il faut opérer, est-ce qu'il faut pas opérer, opérable, non opérable. Là également, ça dépend. Et là, vous allez les faire c'est-à-dire prochainement, 5e année, 6e année, quand vous allez faire la neurochir. Parfois, on peut avoir un adénome à prolactine. Au niveau de l'hypophyse, on peut avoir un adénome qui ne sécrète que de la prolactine. C'est très fréquent, l'adénome à prolactine. Et de plus en plus chez des femmes jeunes. C'est-à-dire, on le retrouve même chez les étudiantes. Maintenant, c'est très, très fréquent, les adénomes à prolactine. Donc, on n'a pas uniquement les adénomes qui sécrètent de la TSH. Hein. Mais dans la pathologie thyroïdienne, c'est la pathologie périphérique, qu'elle soit hypo ou hyper, qui est la plus d'un point de vue quantitatif, hein, qui est la plus prédominante. Et c'est également l'hypothyroïdie qui est plus fréquente par rapport à l'hyperthyroïdie. Et c'est tant mieux. Parce que on préfère l'hypo par rapport à l'hyper. Je vous dis l'hyper, du moment qu'elle a des problèmes, on craint la cardiothyréose, donc l'atteinte cardiaque, on la craint. C'est pour ça que parfois, on peut préconiser à la patiente de faire plutôt une ablation, une thyroïdectomie, et après elle va basculer en hypothyroïdie, on va la mettre à vie sous l'hypothyrox. Et bien sûr, le traitement de l'hypothyroïdie, je ne sais pas si je l'ai cité ou pas. Donc, le traitement de l'hypothyroïdie, c'est quoi? C'est de la T4, hein, qu'on va donner. C'est le fameux lévothyrox. On donne du lévothyrox, c'est de la T4.
parce que la glande n'arrive pas à synthétiser, on va donner de la T4. Dans le cas des hyperthyroïdies, on va donner un antithyroïdien de synthèse. On va bloquer la synthèse des hormones thyroïdiennes. Est-ce que vous avez des questions? Madame. Oui. Vous pouvez me réexpliquer le cas des anticorps, s'il vous plaît? Ici ou d'une façon générale ou d'une façon générale. Vous avez en pratique 3 types d'auto-anticorps. Il y en a plusieurs auto-anticorps, mais en pratique courante, on a 3 types. Il n'y en a pas 1000. Donc, vous avez les anticorps antirécepteurs de la TSH. Quand on vous dit anticorps antirécepteurs, on parle des anticorps stimulants. D'accord? Donc, c'est pour le BAS2. Alors, on peut les appeler les TRAC, on peut les appeler les TRAB, on peut les appeler les TSI. Ça dépend. Parce que, par exemple, les TRAC, c'est les Allemands. Les TSAB, c'est les anglo-saxons. Antibody récepteur TSH. Les Français, ils appellent TSHR, anti-TSHR. Ça dépend. L'essentiel, on les appelle des anticorps antirécepteurs de la TSH. Là, ils sont spécifiques à la maladie de BAS2. S'ils sont positifs, ça se sous-entend qu'il y a un BAS2. D'accord? S'ils sont négatifs, vous éliminez le BAS2. Mais je vous ai dit que quand on a une hyperthyroïdie, même si c'est une hyperthyroïdie, on peut trouver des anticorps anti-thyroperoxydase parce que c'est des maladies auto-immunes. Et donc là, quand on dose les hormones, même si j'ai une hyperthyroïdie, si je dose les anticorps anti-thyroperoxydase, si je les trouve positifs, ça peut être un BAS2 ou le postpartum. Par contre, les TRAC également. Donc mais en général, nous, on ne dose pas les anti-TPO, on dose les anticorps antirécepteurs de la TSH parce qu'on parle d'une hyperthyroïdie. Pour l'hypothyroïdie, vous avez 2. Vous avez les anti-TPO et les anti-thyroglobulines. Mais si vous les dosez, s'ils sont positifs, ça veut sous-entendre que c'est une origine auto-immune. S'ils sont négatifs, ça veut dire que ce n'est pas une origine auto-immune. Auto-humain la plus connue, c'est le Hashimoto. Où est-ce qu'il est le Hashimoto? Il est là. Anticorps positif, il est là. Donc, la plus connue, c'est le Hashimoto. D'accord? Donc, mais on ne fait pas les deux en même temps. On ne va pas doser et les anticorps anti-TPO et les anticorps anti-thyroglobulines en même temps. On commence toujours par les anti-TPO. On fait les anti-TPO. S'ils sont positifs, c'est bon. Je pose le diagnostic, c'est un Hashimoto. Par contre, si les anti-TPO, quand je les dose, ils sont négatifs, à ce moment-là, je dois faire les anti-thyroglobulines. S'ils sont toujours négatifs, on exclut le Hashimoto. Si par contre ils sont positifs, on retient le Hashimoto. Dans la pathologie thyroïdienne, le diagramme est très très facile à retenir. Commencez toujours par la TSH. TSH perturbée, on passe à la FT4. Discordance entre TSH et FT4, c'est-à-dire l'une est élevée, l'autre est basse, je passe aux auto-anticorps. Si TSH était basse, FT4 était élevé, ça se sous-entend, c'est une hyperthyroïdie, donc je vais doser plutôt les anticorps antirécepteurs de la TSH. Si par contre TSH, elle était élevée, FT4, elle était basse, ça se sous-entend que c'est une hypothyroïdie. Surtout si la TSH, elle dépasse les 10, donc je passe carrément aux auto-anticorps anti-TPO. Positif, c'est bon. Négatif, je rajoute les anti-thyroglobulines. D'accord. Si par contre, dans le cas de l'hypothyroïdie, si la TSH elle était comprise entre 4 et 10, il faut rajouter la FT4. La FT3, je vous ai dit, elle ne trouve son intérêt que dans certains cas. Vous avez, que ce soit l'hypo ou l'hyperthyroïdie frustre. Donc là, vous avez une discordance, vous avez une TSH perturbée, mais la T4, elle est normale. Quel que soit le taux de la TSH, qu'il soit élevé ou bas. TSH perturbée avec une FT4 normale, dans ce cas, il faut toujours ajouter la FT3. Pour faire la part des choses, est-ce que c'est la forme fruste? Est-ce que c'est le syndrome de T3 basse? Est-ce que c'est la thyrotoxicose à la T3? D'accord? Maintenant, vous êtes fatigué ou pas? Fatigué. Oui, madame, on a fait une visio. Je de faire. On s'est levé à 9h pour une visite de immuno.
Vous avez fait immuno à 9h, ensuite à 11h. Depuis 9h jusqu'à maintenant. Oui, exactement. Oui. Donc, vous êtes un petit peu fatigué. Là, allez, on laisse, dans ce cas, je sais pas, qu'est-ce que vous avez demain? On a 2 séances d'anatomie. Anatomie, une matin, une le soir. Ah bon, c'est pas physiologie normalement le jeudi? Non, c'est pour samedi. Le samedi. Alors, je sais pas, le dimanche, si ce n'est pas l'Aïd, ce sera la veille de l'Aïd. Est-ce qu'on va faire un CK clinique le dimanche? Oui. Hein? Oui. Oui, pour avancer. Mais essayez de commencer un peu tôt, s'il vous plaît. Dimanche, c'est pas l'Aïd? On ne sait pas. Ça peut être l'Aïd, ça peut ne pas être l'Aïd. À 90%, ce n'est pas l'Aïd. Bon, si c'est le cas, on fera après l'Aïd, sinon on le fera dimanche. Alors, si ce n'est pas l'Aïd, dimanche. On va faire dimanche. Maintenant, si l'Aïd, c'est dimanche, on verra. Sincèrement, au départ, moi, je voulais vous donner la semaine de l'Aïd. Hein. Ah, on doit déjà se reposer quand même. Oui, moi, je me dis quand même, on nous a pas donné de vacances, oui, mais quand même la semaine de l'Aïd, on ne devrait pas travailler. Maintenant, sincèrement, moi, si ce n'est pas l'Aïd, dimanche, il n'y a pas de problème. On n'est pas encore des l'Aïd. Je vous ferai court, mais si l'Aïd est dimanche, lundi, mardi, moi, je préfère que vous vous reposiez mercredi et jeudi. Après, on attaque dimanche d'après. D'accord. Madame, pourquoi pas le samedi? Le samedi, on a 2 séances. On a Samedi, vous avez 2 séances d'anatomie. Vous allez être fatigué, ce sera impossible. Non, c'est jeudi qu'on a 2 séances d'anatomie. Le samedi, c'est physiologie. Avec Alors, le problème, samedi. À quelle heure vous allez physiologie? 10h. 10h. 10h midi. Après, moi, à quelle heure je vais vous faire? Et après, n'oubliez pas, moi aussi, je suis une maman, hein. Et n'oubliez pas que moi, contrairement aux autres enseignants, moi, je travaille tous les jours au laboratoire. Tous les jours que Dieu fait, je suis au laboratoire jusqu'à 16h. D'accord? Vos autres enseignants, ils ne font que l'enseignement. Moi, je ne fais pas que l'enseignement. Je fais également je suis au CHU tous les jours jusqu'à 16h. Et donc, également, le week-end, c'est un peu fatigué. Je suis un peu fatiguée. Et puis, il y a l'Aïd. Moi aussi, je dois préparer pour ma famille. Donc, le week-end, ça m'arrange pas trop. C'est pas que je ne veux pas vous prendre, mais il faut vous mettre à ma place, hein. Là, en ce moment, je suis au labo, je vous fais cours du labo. En même temps, je fais mon travail du labo. En même temps, je vous fais cours. Donc, sincèrement, le samedi, c'est un peu, ce sera, imaginez que l'Aïd, ça va être dimanche. Moi aussi, j'ai des trucs, je suis une maman, hein. J'ai une famille à prendre en charge, etc. Donc, le samedi, ça sera un peu délicat pour moi. Oui, déjà, madame, on aura 2 séances pour ce samedi. Oui, physio, histoire. On ne pourra pas faire de chimie sur on peut faire soit ce dimanche, si c'est pas l'Aïd. Si c'est l'Aïd, on fait dimanche. Voilà. Si c'est l'Aïd, ce dimanche, on prend le dimanche 6 ou, je ne sais pas, dimanche 6 ou 4. Oui, exactement. Voilà. Si ce n'est pas l'Aïd, je vous ferai le dimanche. À 11h, comme ça. Je pense 11h, 13h, c'est bien. Oui. Très bien. Donc, on laisse, parce que c'est des cas cliniques, je veux que vous soyez frais pour pouvoir suivre. Oui, madame. Et ces cas cliniques, ils vont vous permettre de bien retenir ce qu'on a dit. Parce que là, je vous ai donné beaucoup d'informations. Mais en faisant les cas cliniques, vous allez pouvoir retenir. D'accord? Donc, on se dit à dimanche, vers 11h, si ce n'est pas l'Aïd. Madame, on reprend les 2 dernières pages. 2 dernières pages, j'ai pas compris. Le rôle de la CP et tout. C'est dans la diapo. Le CA, non, c'est pas pour vous. Non. Ça, c'est pour les pharmaciens, c'est pas pour vous. D'accord. Madame, j'ai une question. Oui? En ce qui concerne la production des hormones thyroïdiennes. Oui. Pour les 3 étapes de l'organification, la fixation de l'iode et le couplage. Oui. Je veux savoir, ces 3 étapes, elles se passent au niveau intracellulaire
Ensuite, Alors, vous voulez la ici. colloïde, ou bien le schéma, c'est pas ce qu'il dit. Hein. Oui, parce que c'est des schémas. Les schémas, écoutez, on peut pas tout le temps tout schématiser. Regardez ici le schéma. Regardez ici le schéma. Oui. Même ici, la pendrine, elle fait sortir l'iode dur, pas l'iode I2. Oui. La pendrine, c'est le I-, ce n'est pas le I2. Le I2, il est là. Le I2, c'est la TPO. C'est la TPO, c'est la thyroperoxydase qui permet de transformer le I2, le I-, en I2. Donc, normalement, ça se passe ici. Dans le milieu vraiment extra. Au niveau de la colloïde. Alors, c'est au niveau du pôle apical. C'est un petit peu ici. C'est-à-dire, ce n'est pas ici, ce n'est pas à l'intérieur. Ce n'est pas tout à... On peut... Disons que c'est ici, au niveau de la colloïde. Parce que votre schéma... Voilà. Parce que celui-là qui est un petit peu fou. D'accord? C'est celui-là qui vous fait que l'oxydation, elle est là. Mais le couplage, vous voyez qu'il est ici. Hein? Oui. Donc, en réalité, moi, je préfère ce schéma parce que c'est là où va se faire. Parce que la thyroglobuline, elle est là, elle est au niveau de la colloïde. Donc, tout se fait ici. Et votre enzyme, elle est là. Elle est là. D'accord? D'accord. Transporteur passif. Pardon? Pour le pendrine. Oui? C'est un transporteur passif. Oui. Oui. Merci. J'en prie. Madame, la pendrine, elle a 12... Elle a 11, normalement. 11. D'accord. Et l'autre, c'est 13. 13, oui. Mais là, ça reste un détail. Hein. Je vous demanderai pas de retenir ça. Là, c'est des détails. C'est-à-dire, je le dis pendant le cours. Mais c'est un détail. Ce n'est pas le détail qui m'intéresse le plus. Le plus, c'est que vous compreniez ce qui se passe d'une façon générale pour que vous reteniez le maximum d'informations à vie. Madame. Oui. Madame, s'il vous plaît, pour l'effet Wolff-Chekhov. Oui. Est-ce qu'il survient chez des personnes saines? Oui, c'est les personnes saines. D'accord. C'est une régulation. D'accord. Merci. Je vous en prie. Madame. Oui. Vous voyez le cas où il y aura une hypothyroïdie chez un nouveau-né. Oui. À cause de la maladie où les anticorps vont par la base d'eau. Oui. Est-ce que le nouveau-né, c'est transitoire, ou bien ça va se régler, ou bien c'est bon, l'hypophyse elle est devenue feignante? Non, c'est pas transitoire. Ah oui. Oui. Et l'hypothyroïdie, je vous ai dit que l'hypothyroïdie, elle entraîne un retard psychomoteur. Et quand vous avez un enfant qui a un retard psychomoteur, c'est très difficile à le prendre en charge. Que ce soit pour la famille, que ce soit pour l'État, parce que la santé, c'est l'État. Donc, c'est pour ça que l'idéal, dans les pays qui se respectent, cette hypothyroïdie, elle est diagnostiquée dès la naissance. Il faut un dépistage systématique. C'est-à-dire, vous avez 3 pathologies. Vous avez l'hypothyroïdie congénitale qui est dépistée d'une façon systématique. Vous avez la phénylcétonurie, c'est une aminoacidopathie. Vous avez fait les acides aminés l'année passée. Donc là, c'est un problème de phénylalanine qui va être élevé. Et il y a certaines également hypoglycémies congénitales qui sont diagnostiquées dans certains pays d'une façon systématique. Chez nous, il n'y a pas aucun diagnostic systématique. Madame. Oui. Comment ça se fait? La maman, elle présente une hyperthyroïdie, mais son fœtus, il est en train de présenter une hypo. Alors là, je vous ai dit, tout dépend. Parce que là, c'est pour la maladie de base d'eau. On a ces anticorps, antirécepteurs qui vont passer la barrière placentaire. Et donc, ils vont affecter le fœtus. Mais au moment de l'accouchement, vous avez 2 possibilités. Au moment de la délivrance, de l'accouchement, donc les auto-anticorps, ils peuvent ne pas passer chez le fœtus. Ils peuvent rester uniquement chez la maman. Le fœtus, il est sorti, donc il n'a pas les anticorps. Mais entre-temps, son axe thyriotrope, il a été mis en veille. Donc, ça va lui donner une hypothyroïdie. Par contre, s'il y a des auto-anticorps qui sont passés chez le fœtus,
Donc, même après accouchement, il a eu ses auto-anticorps. C'est normal, ces auto-anticorps, ils vont agir comme chez la maman, ils vont induire une hyperthyroïdie. Là, si on arrive à avoir une naissance, parce que dans la plupart des cas, c'est des avortements, des malformations, etc. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention à ces auto-anticorps. Madame, mais dans le cours, c'est mentionné hypothyroïdie, pas hyperthyroïdie pour l'enfant. Oui, mais quand j'ai expliqué, je vous ai donné les deux. D'accord. C'est-à-dire, je vous ai dit, c'est vrai qu'en général, c'est l'hypothyroïdie. C'est pour ça que pendant le cours, j'ai donné hypothyroïdie, mais on peut avoir une hyperthyroïdie. Madame. Oui, je vous écoute. Madame, en cas de carence iodée. Oui.